La musique bretonne, il est tombé dedans tout petit. À l'âge de 16 ans, il était déjà sur scène, chantant a cappella des chansons bretonnes. Et puis, il a littéralement renouvelé le genre de la musique bretonne en interprétant des textes originaux et en accompagnant cette musique traditionnelle d'échantillons électroniques. On lui doit déjà 4 albums, un live, un best-of. Il nous revient avec un tout nouvel album et j'ai la grande chance de recevoir pour la première fois dans VIP Denez Prigent. Merci beaucoup d'être avec nous. Je sais déjà que j'ai mal prononcé son nom parce qu'il m'expliquait juste avant que si vraiment on sait parler breton, on ne dit pas Prigent, on dit Prigent. Voilà. Ouais. Et puis maintenant, je n'utilise plus le mot Prigent, j'utilise uniquement mon prénom, Denez. Ouais. Voilà. Alors, vos racines bretonnes, il va en être question pendant toute cette émission, puisque c'est étonnant comment le fait de naître quelque part a finalement totalement irrigué votre vie personnelle et professionnelle. C'est comme si voilà, vous ne pouviez pas échapper à un certain destin. Il y a quelque chose de cet ordre-là quand on s'intéresse à vous. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui passent à côté, et puis d'autres qui, voilà, que ça leur touche pour la vie. Moi, je suis né en Bretagne, tout naturellement, j'ai appris cette langue et je suis allé vers cette musique également. Je pense que je serais né touareg, j'aurais eu la même démarche, ou je serais né tibétain, ça aurait été pareil. J'aurais parlé le tibétain, j'aurais chanté tibétain. Pour moi, c'est vrai que je suis né dans ce pays-là, et voilà, c'était quelque chose de... je suis allé spontanément vers cette culture parce que ça allait de soi. Alors, tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, on va recevoir un photographe avec un immense talent qui s'appelle Antoine Agoudjan. Lui, son pays, comme on l'entend bien, c'est l'Arménie. Et il a un peu une histoire parallèle à la vôtre, avec son art qui est le sien, la photo, mais avec cette terre arménienne qui imprègne complètement sa vie et son travail. Et je pense que votre rencontre sera assez fascinante. Bon, on lui dit bonjour et on le rencontrera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle dit, cette langue bretonne, que ne dit pas la langue française, Denez Prigent ? Denez, pardon. Bah, tout d'abord, c'est une langue plus ancienne que le français, déjà. C'est une langue très ancienne, c'est une langue très différente du français. C'est une langue celtique, alors que le français est d'origine latine. Donc c'est une vision, elle véhicule une vision du monde complètement différente du français. Ça ne veut pas dire que le français est moins bien ou le breton est mieux. C'est pas, ce sont vraiment deux découpages du réel complètement différents. Et c'est comment alors le réel par breton ? exemple, en breton, il y a des expressions sur une odeur. Par exemple, quand on dira qu'une odeur est vraiment très agréable, on dira qu'on entend l'odeur. On dira Juez front à rosen, front à lilien, à glevan. J'entends le parfum du lys. Voilà, c'est une expression de ce genre qu'on ne trouve pas forcément dans la langue française. Ou même quand on dit j'ai froid, par exemple, on dira riou ameuse. Le riou, ça sera l'impression de froid. Et quand on dira il fait froid, on dira yénéo. Voilà, on fait une distinction entre l'impression qu'on a du froid et le fait qu'il fasse froid, que le temps est froid ou que le climat soit froid. Ça veut dire que pour vous, c'est une langue plus charnelle ? Je ne sais pas, on trouve des choses dans le français qu'il n'y a pas aussi dans le breton, bien sûr. C'est comme toutes les langues. En fait. Toutes les langues ont leur valeur, ce sont des visions du monde différentes. C'est pour ça que je suis assez contre le fait qu'on dise que la langue bretonne est une langue régionale. C'est une façon de hiérarchiser les langues. D'abord, la région n'a que 40 ans. Ouais. La langue bretonne, comme j'ai dit, a plus de 1500 ans. Donc, dire que la langue bretonne est une langue régionale, c'est comme dire que l'ours des Pyrénées est un animal régional. Ça n'a aucun sens. Je pense que la région, le terme régional, c'est un terme qu'on peut appliquer à des administrations, comme des banques, des assurances, ou voilà, des conseils généraux, mais pas quelque chose de très vivant comme une langue. Mais pas la culture, non, une langue, c'est une langue. Et je pense que c'est pas parce qu'une langue est moins parlée qu'une autre langue qu'elle a moins de valeur. Il peut y avoir des langues en Amazonie qui sont parlées par 200 personnes. Ce n'est pas pour autant qu'elle a moins de valeur qu'une autre langue qui est parlée par plusieurs millions, ou même 1 milliard ou 2 milliards de personnes. Ce sont des visions du monde différentes, et je pense que chaque langue est une richesse, justement, dans le monde actuel, qui tend de plus en plus à s'uniformiser. Je vois le monde comme une sorte de grande prairie avec mille et une espèces de fleurs différentes. Et chaque langue, justement, c'est comme une de ces fleurs-là, avec leurs couleurs, leurs parfums différents. On va l'écouter, cette langue. Tout au long de l'émission, on va écouter différents extraits de votre album. Le premier titre, alors on va jouer un petit jeu avec Denez. Moi, je vais dire les titres en français et lui va les dire en breton, histoire qu'on respecte un petit peu cette langue magnifique. Le premier titre s'appelle « J'ai voyagé ». Béagé de Meuse. Ouais. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de cette chanson ? Oui, déjà l'histoire, ça raconte l'histoire d'un homme qui était chez lui, dans son pays, chez lui, et puis il avait envie
il était à la recherche d'une chose et il ne savait pas laquelle. Alors pour ce faire, il a fait le tour du monde. Et au bout de 7 ans, il est revenu et ce qu'il cherchait, ce qu'il voulait trouver, il ne l'a pas trouvé en fait. Et en fait, c'est en revenant chez lui qu'il a trouvé une terre et un pays qu'il avait oublié en fait. Voilà. On va écouter « J'ai voyagé ». Voilà, premier extrait de cet album, Un jardin enchanté. On peut dire ça comme ça, parce que le titre est en breton et en anglais sur la pochette. On entend bien l'épopée, je trouve, dans la musique que vous avez choisie. Puis en plus, qui dit langue bretonne dit, et musique bretonne dit aussi instruments un petit peu spéciaux. Vous avez vos chouchous, vous, évidemment. Là, en l'occurrence, il y a un instrument arménien. Justement, c'est un hasard, mais c'est du doudouk. Et c'est vrai, pour évoquer cette notion de voyage, c'est vrai que c'est un instrument qui se prêtait tout à fait au thème du chant. Qui fonctionne bien. Et qui fonctionne bien avec ma voix aussi. C'est à peu près dans la même tessiture. J'aime beaucoup cet instrument parce que le doudouk, il y a un pleur, il y a une plainte à l'intérieur qui correspond bien à l'âme bretonne aussi, qui est très souvent dirigée un peu vers la tristesse et la mélancolie. Souvent, quand on parle, alors je sais bien que vous n'aimez pas le terme, mais je l'emploie à dessein, quand on parle de régionalisme, on évoque un certain enfermement. Vous n'avez eu de cesse, depuis que vous avez démarré, de décloisonner, aussi bien la langue. On va trouver des titres en anglais, c'est une langue, comme vous disiez, qui voyage. Vous allez chercher des instruments de musique qui sont certainement pas bretons, mais qui marchent merveilleusement bien avec cette langue et cette musique bretonne. Et puis on vous a souvent vu dans des festivals aussi, avec des musiques qui n'ont rien à voir avec la vôtre. Et c'est vous qui ramassez le plus d'applaudissements, qui arrivez avec une musique plus traditionnelle, parce que vous avez su la mixer un petit peu aussi avec des choses plus contemporaines. Oui, disons que le fruit de ma musique, c'est un petit peu tout ce que j'ai pu écouter un petit peu à travers mes voyages, à travers des festivals aussi où j'ai eu l'occasion d'entendre d'autres musiciens. Donc quelque part, j'ai engrangé tout ça en moi et finalement, quand je compose, quand je travaille avec des musiciens, finalement, je fais que ressortir finalement une sorte de pays intérieur que j'ai moi-même créé, qui est le fruit, comme je vous le disais tout à l'heure, de mes écoutes, de plein de musiques différentes. Alors, vous savez, la semaine dernière, on a reçu quelqu'un pour qui vous êtes une référence majeure, quelqu'un qui a émergé il y a 2 ans, qui s'appelle Luc Arbogast, et qui a une question pour vous, donc je vais me faire le porte-parole de cette question, si vous le voulez bien, Denez. Luc me disait, demandez-lui comment il arrive, tout ce monde intérieur, j'espère que je vais bien traduire sa pensée, tout ce monde intérieur, toute cette intuition intérieure, tout ce qui vous habite, et on sent une grande richesse, comment vous arrivez à ressortir ça sans que ce soit sali, taché avec la même sincérité dans un monde qui reste le monde du showbiz, avec tout un tas de gens qui peuvent avoir des influences, etc. Comment on arrive à garder la même pureté depuis l'intérieur de soi jusqu'à ce que ça arrive sur un disque ? C'est vrai que déjà, je vis, j'essaye de vivre toujours en rapport étroit avec la nature. C'est vrai, j'habite dans une maison dans un milieu naturel quand même assez préservé. Du côté de Lannion. Voilà, parmi les arbres et tout ça. Alors, pour moi, la maison, elle date de combien, 1050 ? 1350. Il y a des murs de 1,50 m, donc Luc Arbogast, si vous nous regardez, il faut habiter dans une maison où les téléphones portables ne passent pas et Internet non plus, c'est très important. Et qui était en ruine quand on l'a acheté. Et qui était en ruine, il faut la rebâtir de ses mains, d'accord. Et c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir ce rapport à la nature. Et c'est vrai que chez moi non plus, je n'ai pas la télévision, j'écoute très peu la radio. Donc c'est vrai, j'écoute principalement que de la musique. Et je regarde des films aussi sur DVD, mais beaucoup de musique. En fait, il y a une communion totale avec cette terre bretonne finalement et continue. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, je suis comme un arbre, un chêne planté en Bretagne. Et voilà. Mais à la fois, je suis à l'écoute des différents vents, des différentes rafales qui viennent souffler dans mon feuillage. Et je pense que quand on est enraciné dans une terre, on est à la fois plus à même aussi d'aller vers d'autres cultures. Quand on a bien compris sa culture, on est plus à même d'être
d'être universel aussi quelque part, d'aller vers quelque chose de plus universel. Alors là, cet album, il est un peu particulier par rapport au précédent parce que les précédents, vous arriviez en studio, mais le travail se faisait principalement en studio. Là, vous n'êtes arrivé en studio que pour enregistrer. Tout était prêt avant. Ça veut dire que vous avez changé de démarche. Oui, parce que c'est vrai qu'avant, j'arrivais avec mes mélodies en studio, et comme une sorte de personne nue qui arrive en studio, et puis on tissait un habit autour de ma voix, comme ça. Voilà, donc le studio était une sorte de lieu de création. Et ici, j'ai voulu procéder complètement différemment pour cet album, c'est-à-dire pendant 8 ans pour certains titres, même 10 ans pour d'autres. Moi et mes musiciens, on a rodé les titres sur scène jusqu'au jour voilà, où j'ai estimé qu'ils étaient finis. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, maintenant, on peut les enregistrer. Et c'est vrai que de ce fait, le studio n'a été qu'une sorte de formalité, entre guillemets, mais pas un lieu de recherche. Les titres étaient déjà finis. Et donc, j'ai exprimé le souhait ici de les enregistrer sur une scène, sans public, mais sur une scène de... Tous les musiciens ensemble. Tous les musiciens ensemble, voilà, tous ensemble, comme en concert, en fait, mais sans public. Donc, si bien qu'on a le côté vivant du live, avec la qualité du son studio. Donc c'est un petit peu rêvé pour un musicien, pour un artiste. Ouais. Alors ça donne ça, on va écouter un deuxième extrait. Donc toujours pareil, je dis le titre en français, vous le dites en breton. Mauvaise rumeur. Oui, Mauvaise rumeur, c'est un tau joufal. Voilà. Donc ça c'est un chant à danser, inspiré d'une danse en tout cas, que j'ai composé aussi, puisque le disque est entièrement composé, et qui raconte voilà, ce que peuvent raconter les mauvaises langues. Parce qu'il y en a pas mal en Bretagne. Non mais partout, ça, il y en a partout, Denez. On va écouter, Mauvaise rumeur. Alors souvent, les grandes passions, elles naissent d'une rencontre. Vous dites qu'à l'âge de 10 ans, vous avez vécu une véritable épiphanie, c'est le mot que vous employez, quand vous avez rencontré les sœurs Guadec, qui sont pour vous une référence. Peut-être déjà nous rappeler un peu qui elles sont et comment ça se passe une épiphanie dans la vie d'un garçon de 10 ans. Je pense que c'est une impression qu'on est face à quelque chose qui nous dépasse. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression de quelque chose de sacré, de l'ordre du sacré. Comme, voilà, donc j'ai su que ça allait, en écoutant les sœurs Guadec la première fois, j'ai su que ça allait être déterminant dans ma vie. Alors rappelez-nous qui sont les sœurs Guadec, parce les sœurs qu'on ne connaît Guadec, pas forcément. c'était trois grandes chanteuses du centre-Bretagne, de la région de Carhaix, côté de Carhaix, Tréfrain plus exactement, à côté de Carhaix, et qui étaient donc des chanteuses de guers, de chants traditionnels très anciens, et de canadiscant, du chant dansé, donc des sortes de chants dramatiques et du canadiscant, un chant plus lié à la fête. Et c'était des chanteuses exceptionnelles, et qui en plus avaient des personnalités très fortes et très intéressantes. Donc je les ai entendues tout jeunes, pas très loin de Brest. Et voilà, il y a eu tout de suite, ça a fait écho en moi, quoi. Il y a eu un autre chanteur aussi, mais là c'est en français, c'était Jacques Brel, mais lui que je n'ai jamais vu en vrai. Mais c'était quelqu'un qui était, pour moi, qui avait tout, c'est l'artiste vraiment complet. Il a à la fois le charisme sur scène, l'énergie, les paroles, la voix, la musique. Donc c'est vraiment pour moi une sorte d'icône quelque part aussi. L'interprétation, voilà. bien sûr. Et qui a joué une certaine influence aussi dans ma façon de chanter, dans ma façon d'être sur scène. Quand on pense à cette grande partie ouest de la France, on pense aux Vieilles Charrues, c'est à Carhaix, oui, c'est à Carhaix, justement. Les Transmusicales de Rennes, il y a les à La Rochelle.
Les Francopholies, Francopholies, de La Rochelle. Donc ça, c'est des festivals que vous connaissez. On sent cette terre musicale très imprégnée. Il y a aussi tout le revival des pèlerinages. Le Trobreuse, aujourd'hui, c'est un pèlerinage qui est très fréquenté. On parle toujours de Compostelle, mais le Trobreuse, c'est plus court déjà. C'est très fréquenté. On voit un album comme la jeune Nolwenn Leroy qui vend je ne sais combien d'albums avec un album breton. On a l'impression que la Bretagne revient en force totalement dans notre culture. Cette terre enracinée, cette terre et en même temps près de la mer. Oui, je pense que c'est une flamme qui ne s'est jamais vraiment éteinte. On a tout fait pour qu'elle s'éteigne, quelque part. Mais je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus mondialisé, uniformisé. Et les gens, je crois qu'ils ont besoin de repères aujourd'hui. Et ils ont besoin de retrouver leurs racines. Et la Bretagne est un repère. Et breton qui veut être, il y a même des gens qui se sentent déracinés d'ailleurs, d'autres cultures, ou qui ont perdu complètement la culture, et qui trouvent quelque part une culture, une racine en Bretagne, alors qu'ils n'ont pas d'origine bretonne forcément. Parce qu'en Bretagne, il y a ça. C'est une terre quand même, c'est vrai, où il y a une culture très forte, une musique très forte. C'est une terre sacrée, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une terre sacrée aussi. C'est vrai, il y a beaucoup de pèlerinages. Voilà, c'est une terre d'origine aussi où il y avait une religion druidique qui était très importante. Et la religion chrétienne aujourd'hui est très importante aussi. Il y a un nombre de chapelles et d'églises pharaoniques. Il y en a une tous les 500 mètres pratiquement. Des calvaires, c'est pareil. Et donc c'est une terre vraiment qui parle aux gens aujourd'hui qui sont un petit peu perdus dans un monde où un petit peu déshumanisé quelque part. J'aimerais qu'on associe quelqu'un à cette évocation de cette terre, à votre carrière, à cette émission aussi, parce qu'elle est partie il n'y a pas longtemps. C'est votre épouse qui vous a soutenu, qui vous a aidé à vous construire aussi, comme chanteur et comme musicien. Et alors, elle a eu une idée un peu bizarre en 93. Elle vous a amené à la première rave party organisée à Rennes. Alors vous y êtes allé en freinant des cas de fer. Oui. Et finalement, c'était une révélation, parce que vous avez découvert un peu la musique électro. Et là, ça a été une manière différente d'envisager aussi votre manière de faire de la musique. Oui, jusqu'alors, je chantais principalement a cappella, en fait, comme le veut la tradition en Bretagne. Et c'est vrai que mon épouse m'a poussé à aller vers cette rave, qui était la première organisée en Bretagne dans le cadre des transmusicales. C'était juste à côté de chez moi. Et donc j'y suis allé avec certains a priori et des préjugés. Et quand je suis rentré dans cette salle, que j'ai vu tous ces gens danser, des DJ sur scène, et ce côté trance qu'il y avait dans la musique, j'ai tout de suite fait un lien entre la musique ou le chant à danser en Bretagne qu'on interprète dans le fest-noz, entre le fest-noz en général et la rave. C'est vrai, il y a des choses qui étaient vraiment communes. Il y avait la trance, il y avait les côtés répétitifs de la musique, des musiciens sur scène qui sont un peu effacés. Ce n'est pas eux qu'on regarde, mais la priorité est donnée à la danse. Et il y a des rythmes qui étaient les mêmes. Il y a des ponts qui se sont faits naturellement pour vous. Et il a fallu que ça passe par votre épouse. Alors je sais qu'elle nous a quittés parce que, pardon de le dire comme ça, Denez, c'est pas rien quand même. Elle est décédée il y a quelques temps, il y a peu de temps. C'était votre compagne, c'était aussi votre compagne de route au niveau musical. Moi j'ai vraiment très envie de lui dédier l'émission. Et je pense que vous lui dédiez aussi l'album parce qu'il fallait sortir un album dans ce contexte-là, c'est pas simple. Et quelque part, je pense que cet album, vous vous y accrochez pour lui offrir. Quoi. Oui, elle a beaucoup travaillé pour. C'est pour ça que je lui dédie l'album aussi. On peut donner son nom ? Stéphanie Ponfili. Voilà, qu'on le dise une fois. Et enfin voilà, on passe vraiment à vous dans cette période difficile et en même temps avec un album lumineux qui lui rend hommage aussi. Je propose... Il y a une chanson en anglais dans cet album, An Old Story. Alors ça, je sais le traduire. Ça veut dire une vieille histoire. L'anglais, c'est une langue finalement assez proche, souvent on dit, de la langue celtique. Les terres sont pas si éloignées que ça. Hein. Oui, quand je dois traduire, par exemple, les gwers ce sont des chants dramatiques en breton, en langue bretonne. Donc j'en compose aujourd'hui. Mais c'est une forme de chant très ancienne, puisque la plus ancienne gwers est attestée du 5e siècle. Donc moi, j'essaye d'en composer aujourd'hui dans le même mode, dans le même style, avec les mêmes codes, etc. Et c'est vrai que quand j'essaye de traduire les gwers, qu'elles soient traditionnelles ou même composées en français, ça sonne pas. Ça sonne pas, c'est bizarre. On dit toujours que la langue anglaise sonne mieux que la française. Voilà. Alors que quand on traduit en anglais, l'état d'esprit est un petit peu différent, il y a un petit côté un peu gothique, mais l'essence du chant est toujours là. Et donc je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas essayer pour une première fois de chanter une gwers
en anglais, avec une mélodie quand même qui est un petit peu pop, un peu chanson, avec couplet-refrain. Puisque la guerre, c'est un chant arythmique, il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de mesure, c'est un chant très long, généralement, un chant un peu incantatoire. Et là, j'ai pris un texte de Guers, vraiment, mais sur lequel j'ai essayé de poser une mélodie plus dans un style chanson, avec couplet-refrain, sur une durée de 3 minutes, assez formatée. Voilà. C'est intéressant de vous en entendre parler, parce que moi, j'ai écouté l'album, mais sans avoir toutes ces explications-là, et d'un seul coup, on voit comment ça s'est monté, la fabrique de l'artisan, et on n'écoute plus forcément les chansons pareilles. Alors, on va écouter une Guers, An Old Story. C'est une Guers dans le texte, mais sous une forme musicale chanson. Voilà. C'est parti. Out on a summer's day, met a magpie on the way. Magpie, what news can be so bad? Your morning song is oh so sad. The news is mad, it said the news, of which Harry you are accused. I am no witch, I've done no bad, save for the 7 loves I've had. It's a very old story, very old and very sad. Je vais revenir à un album précédent de Nez-Prigent. Le deuxième album disait « Je garde en moi une étincelle d'or ». J'avoue que c'est un peu mystérieux. Quelle est cette étincelle d'or dont vous parlez? Je pense que c'est vrai qu'on vit dans un monde cruel. Et depuis longtemps, depuis toujours en fait, quelque part. Et c'est vrai qu'il faut toujours se référer à quelque chose, à cette étincelle de vie qu'on a encore en nous, parce que c'est le plus important, malgré les tourments, malgré la détresse, malgré la cruauté du monde. Je pense qu'il faut quand même survivre là-dedans et il faut se raccrocher à cette étincelle, justement, cette étincelle de vie qu'on a. Qui a un rapport avec la foi ou pas forcément? On peut, c'est vrai, il peut avoir un rapport avec l'âme aussi. C'est vrai que c'est... Parce que finalement, il y a toujours des bonnes choses qui se passent, tôt ou tard. Donc plutôt que de se laisser aller à la détresse, à l'alcoolisme ou à la drogue ou au désespoir pour d'autres, je pense qu'il faut... Enfin, moi, c'est ma philosophie. Tant qu'il y a une étincelle, tant qu'il y a quelque chose, il faut toujours tenir bon. Voilà. Quelle est la place, vous, de la croyance, du spirituel dans votre vie? Ou bien, c'est vrai qu'elle est quotidienne. C'est vrai que j'essaie d'avoir une philosophie dans ma vie de tous les jours. Essayer d'être une philosophie ou une foi? Je vous parle de foi, vous me parlez de philosophie. Pour moi, c'est un petit peu les deux, foi et philosophie. C'est-à-dire dans la mesure où j'essaie d'œuvrer toujours pour le bien. Et quand j'ai une mauvaise pensée qui me traverse, j'essaie de l'effacer et me dire non, j'essaie de quand même faire en sorte d'œuvrer pour la bonne cause. Et vous avez un lien avec Dieu Oui, déjà, je pense que quand je chante, j'essaie de me connecter, de me connecter avec le divin, parce que je pense que c'est essentiel pour pouvoir transmettre une émotion. Vous priez avant de chanter? Je demande en tout cas que le concert, quand c'est des concerts, se passe bien. Vous faites une prière, d'accord. d'accord. Je fais une prière, ouais, je fais une prière, c'est important pour moi. Ouais. Et puis, oui, donc je crois en Dieu, bien sûr. Et aussi, j'essaye de faire aussi que, c'est vrai, comment la musique est montée sur une scène, c'est une musique où l'ego a tendance à vampiriser un peu la personne. Et parce que finalement, les artistes ou les chanteurs, il y a des personnes, des personnages. Donc il faut faire attention à ce moment que le personnage dévore entièrement la personne, parce que finalement, c'est la personne qui nourrit la musique, c'est pas le personnage. Et j'ai vu parfois des gens, c'est vrai, où il ne restait plus que le personnage, donc du coup, il n'y a plus de musicien, parce que pour moi, c'est la... Et puis ça se vide de sa substance, finalement. Voilà, c'est la personne. Donc j'essaye aussi, ça c'est une démarche spirituelle que je peux avoir aussi, de faire en sorte que l'ego ne prenne pas trop de place, quoi, que la personne reste là, parce qu'avant tout, je suis une personne comme tout le monde, et le personnage, il est sur scène, une fois qu'il a quitté la scène, alors, moi, je vais vous dire un truc, le mets dans le tiroir. De Nez-Prigent. Moi, des égos, j'en ai vu passer quelques-uns en 12 ans sur ce canapé rouge, et vous n'en faites pas partie. Bon, laissez-moi vous dire cela. Je demandais à Antoine Agoudjian de bien vouloir venir nous rejoindre sur le canapé rouge de VIP. Antoine est photographe. Antoine, bonjour. Il est photographe d'origine arménienne.
Vous avez suivi cette première partie d'émission. Avant qu'on en vienne à votre sublime travail, Antoine Agoudjian, je voudrais savoir ce que vous avez pensé de cette première partie. L'idée n'étant pas de dire c'est bien, c'est pas bien, l'idée étant de dire ce qui a fait écho en vous dans ce qu'a pu dire Denès Prigent. En fait, ce qui fait écho, c'est le rapport au temps. Je dis toujours qu'un peuple qui danse, qui chante, il ne peut pas mourir. C'est le cas des Arméniens, c'est le cas des Kurdes, c'est le cas des Bretons. Je me sens très proche de ce peuple. Je dis peuple à dessein, parce que bon, avant de venir, je me suis un petit peu intéressé. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de similitudes historiques, même avec entre la Bretagne breton. et l'Arménie. Oui. Et l'histoire de ces deux peuples et la manière de chanter, de danser, et de produire les de la danses, musique. les pas, ce rapport au collectif, au peuple, quoi, cette espèce de corps qui ne fait qu'un, qui, dans le silence, c'est une métaphore, avance, danse, s'exprime. Je crois qu'il y a beaucoup de similitudes, et même d'un point de vue historique, parce qu'en fait, un des emblèmes du drapeau breton, c'est l'hermine. Et je me suis un petit peu renseigné en venant, et en fait, l'hermine, c'est son nom latin, je crois, c'est Mus Armenia. Et en fait, il y a même aussi une église qui a été faite pour l'abbé Blaise, je crois, en fait, qui est né en Arménie. Enfin, il y a vraiment, sans même se renseigner, on se rend compte qu'il y a énormément de similitudes entre les Arméniens et les Bretons. Et de liens. Alors, vous êtes tous les deux des hommes attachés à votre terre, attachés à une langue aussi. Vous êtes nés en France, de parents ouvriers dans le textile. La photo, c'est pas venu tout de suite. C'est venu à l'occasion d'un voyage. Vous voyagez un petit peu aux USA, au Brésil. Puis à un moment, il va bien falloir payer le billet retour. Et donc, vous êtes mis à travailler dans un labo photo. Et c'est là vraiment que vous avez découvert un art qui vous a intéressé, avec une prédilection tout de suite pour le noir et blanc. Et d'ailleurs, vous êtes devenu un spécialiste du tirage en noir et blanc. En fait, à l'époque, c'était l'avènement des labos rapides. Donc, le fait de pouvoir faire des photos, les développer et avoir des tirages très vite, ça m'a donné envie de m'y intéresser. Et puis, il y a eu le tremblement de terre et je suis parti avec un appareil photo pour l'aide humanitaire. 7 décembre 1988, tremblement de terre en Arménie. Et là, vous partez avec une ONG comme logisticien, mais aussi comme interprète. C'est là que vous allez faire vos premières photos. Voilà, c'était vraiment un allié de second plan, quoi. Après l'aide humanitaire, je faisais des photos, mais plus comme un amateur, un témoin. Et en rentrant en France, j'ai un éditeur qui, à ma grande surprise, m'a publié. Parce qu'à l'époque, on n'allait pas, c'était le bloc de l'Est, c'est pas comme aujourd'hui, on peut circuler très facilement. À l'époque, j'étais un de ceux qui avaient pu aller là-bas et travailler sur un long terme. Ça vous a lancé quelque part? Oui, ça m'a. En fait, le fait d'avoir un livre, moi qui avais eu une scolarité très chaotique, avoir mon nom sur un livre, c'était pour moi quelque chose d'exceptionnel. Donc j'ai voulu refaire ça une deuxième fois. Mais je me suis laissé prendre au jeu de me rendre compte qu'un médium, il peut tout à fait servir à témoigner de ce qu'on voit, mais il pouvait aussi servir à exprimer un univers intérieur, ce que fait Denès avec la musique. Il ne se pose pas la question de la musique. C'est ces sentiments la musique est le prolongement de ce qu'il ressent à l'intérieur. Et moi, c'est pareil pour l'image. La photo, enfin l'image, comme vous dites, la musique, ça a vraiment été, ça a donné un sens et une forme à votre quête, finalement. Ça l'a mise en forme, mais c'est un prolongement moins de une expression, un langage, quoi. Et c'est le prolongement de ce qu'on est au fond de nous. Mais j'ai l'impression que vous, tous les deux, vous allez me dire si vous êtes d'accord, Denès, mais vous faites un peu le même boulot, quoi. Vous immortalisez une certaine mémoire, tout en la renouvelant, comme vous dites très bien, pour qu'elle n'appartienne pas au passé. C'est ce que vous faites finalement avec la musique aussi, c'est prendre de la musique traditionnelle et la rendre vivante. Oui, pour qu'elle vive, tout simplement, qu'elle n'appartienne pas au passé, figée. Oui, la régénérer, oui, c'est vrai, pour qu'elle continue à vivre. Hein. Parce que pour moi, une musique folklorique, pour moi, la musique bretonne est tout sauf une musique folklorique, dans le sens folklorique péjoratif, tel qu'on peut l'employer aujourd'hui, parce que c'est une musique vivante, en fait. Et pour moi, le folklore, c'est quelque chose de figé. C'est comme un animal qu'on a piqué au formol et qu'on pose sur une armoire. Pour moi, c'est figé. Et pour moi, la musique bretonne est tout sauf une musique figée. C'est une musique vivante qui s'invente, se réinvente. Et on y ajoute des instruments nouveaux. On peut aller vers l'électronique, on peut aller vers le rock, vers le jazz. Mais on sait quand même d'où ça vient. Et on garde sa base, on garde les racines, on sait comment les garder aussi. Alors, Antoine vient de sortir un livre, donc on célèbre, je ne sais pas comment dire, on commémore les 100 ans du génocide arménien, c'était en 1915.
Évidemment, s'il y en a un qui pouvait illustrer, faire un livre de photos magnifiques sur le thème de l'Arménie, c'était bien Antoine Agoudjian. Il y a ce très très beau livre, la couverture est très impressionnante, Antoine, qui sort chez Flammarion, Le Cri du silence, trace d'une mémoire arménienne. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde des photos, que vous commentiez celles que vous avez envie de commenter, tout simplement. Elles sont d'une grande puissance, et le noir et blanc, vous nous expliquerez pourquoi le noir et blanc d'ailleurs, mais renforce énormément cette impression de puissance. Allez, on regarde les photos avec vous, Antoine Agoudjian. Ce monsieur qui porte cet enfant s'appelle Martin Pachayan, et pendant le tremblement de terre, il a perdu toute sa famille, son épouse et ses 2 enfants. Et je le questionnais, parce qu'on a travaillé ensemble, il était traducteur, prof de français, donc évidemment on travaillait ensemble pendant l'aide humanitaire. Et il m'a dit, donc là en 93, la seule chose qui m'a fait tenir, c'est paradoxalement de reconstruire une famille. Donc il a reconstruit ce petit enfant, cette icône, avec cette dame qui a aussi perdu son époux. Comme les victimes du tsunami, en fait. On ne sait pas comment on pourrait réagir dans une tragédie. Ouais. Ah oui, cette photo que je trouvais déjà très très belle en termes de composition, moi, prend un sens totalement différent. Ça vous fait réagir, Denez? Oui, je trouve ça. D'abord, c'est vrai que j'ai vu les photographies sur le site d'Antoine et j'étais vraiment subjugué. Vraiment. Une, entre autres, où peut-être on va la voir. Mais... Ah bah vous nous direz quand on la verra alors. Et cette photo-là, Antoine? En fait, c'est la première commémoration des massacres de Sumgait. À la chute du mur, les Arméniens de la région du Karabakh, qui a arbitrairement été donnée par Staline à l'Azerbaïdjan, ont voulu pacifiquement exprimer à leur façon les erreurs de Staline, puisque Gorbatchev parlait des erreurs de Staline, et c'était l'arbitraire de cette région donnée à l'Azerbaïdjan, et dans lesquelles les Arméniens ne vivaient pas bien. Donc c'est la première commémoration des massacres de Sumgait, qui ont eu lieu le 28 février 1988, là on est en 89, un an après. Ah oui, d'accord. Autre photo. Là on est dans les régions sinistrées, quelques semaines après le tremblement de terre. Une ruine, enfin, il ne reste plus qu'un pan de mur. Qu'est-ce que c'était cet immeuble à l'origine? Bon, je pense que c'était une synagogue ou une église. Oui, j'allais dire une église, moi, quelque chose comme ça, avec ce ciel ombrageux derrière. Impressionnant. Alors ce monsieur s'appelle Enver Devletli. Enver, ça veut dire État dans la langue turque. Nous sommes en Turquie dans une région qui s'appelle le Dersim. C'est une région qui a fait non-allégeance en 1915 au pouvoir génocidaire. Et cette région, elle est peuplée de Alevis, de Kurdes Alevis, qui ont protégé les Arméniens. Et lui, c'est un Arménien converti en 1915 qui veut se faire baptiser et retrouver son nom arménien. Son prénom, il s'appelle Assadour maintenant, Devletlian. D'accord, c'est impressionnant le poids que peuvent prendre les photos une fois qu'on a l'explication qui va avec. Qu'est-ce que dit le noir et blanc que ne dit pas la couleur? En fait, le noir et blanc, on est directement dans l'abstraction, quoi. Donc forcément, on peut avoir une image qui n'est pas une image d'une grande, grand degré artistique, mais l'abstraction apporte déjà de la subjectivité. Et moi, j'essaie maintenant avec la couleur, parce que j'ai effectué une exposition en Turquie en 2011, et j'ai voulu créer une rupture avec le fait que j'étais plus dans la mémoire, j'étais dans l'histoire, parce que avec des Turcs, on a fait cette exposition, la première sur la mémoire des Arméniens en Turquie, et c'est à ce moment-là que je suis passé à la couleur. Mais la couleur, une belle couleur peut être aussi dans l'abstraction. Ouais. Après, c'est tout un travail qui est derrière. Juste pour parler de la Turquie, vous avez une expo qui démarre le 22 avril. C'est l'expo d'ailleurs du livre, Le Cri du silence. C'est assez fortiche. J'allais faire une exposition sur le génocide arménien en Turquie et ça n'a été rendu possible que parce que c'est des Kurdes qui vous invitent. En 2011, c'était des intellectuels turcs qui m'ont permis de faire cette exposition à Istanbul. Et là, c'est une municipalité administrée par des Kurdes, opposants à Erdogan, qui m'octroie un lieu magnifique et on organise ensemble l'exposition, ce qui veut dire que je suis quand même exposé par une représentation du pouvoir turc, même si on ne peut pas dire les choses comme ça, parce que c'est des Kurdes. Et on va faire vraiment une très belle exposition, très symbolique, très politique, et voilà, un petit-fils d'Arménien de la 3e génération qui expose en Turquie pour le centenaire. Et peut-être que ce génocide sera un jour reconnu pleinement et grandement. La vérité, ça n'a qu'une définition, une seule. C'est ce qui finit toujours par se savoir. Alors, on regarde des photos. Vous me dites si vous voyez passer celles que vous avez spécifiquement aimées. Alors ça, c'est des Syriaques. C'est la communauté syriaque qui subit actuellement une répression terrible en Turquie. Beaucoup de réfugiés de Syrie sont des petits-fils de rescapés parce qu'ils ont été aussi exterminés, les Syriaques. Et les Chaldéens n'en parlent pas beaucoup. Mais en fait, ils ont été dans le plan d'extermination puisque le génocide arménien était fait pour turquifier au maximum les terres d'Anatolie. Et donc, voilà, c'était un prêtre syriaque. Alors, on regarde encore
Là, on est dans la région du Dersim aussi, c'est un monastère arménien qui date de l'époque médiévale. À peu près de la même époque que la maison de Denis Prigent. Exactement, exactement. Et c'est une arménienne, la dame, je l'ai appris après. Une vieille dame. Vieille dame arménienne convertie à la lévisme. Vous prenez vos photos en faisant poser les gens ou vous les saisissez sur l'instant? Non, il n'y a pas de truc particulier en fait, c'est le rapport entre les gens. Des fois, peut-être, ils ont envie de poser, et c'est une photo, peut-être ça l'est pas. Des fois, ils posent pas. Là, pareil, c'est un enterrement syriaque. On dirait un tableau, une composition à la Rembrandt, enfin je ne sais pas comment dire, avec cette lumière qui arrive par derrière, ça fait très Rembrandt, non? Je prends le compliment. Oui, non, je ne sais pas, vous réagissez comment, C'est ce Denez? que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'était une impression parfois des icônes religieuses. Oui, voilà. Ouais, c'est extraordinaire. En fait, c'est l'histoire intérieure qui impose de trouver la façon d'exprimer au mieux avec l'émotion. C'est un peu comme la cuisine, il ne faut pas trop intellectualiser. En fait, la cuisine, c'est bon, c'est pas bon. La musique, ça sonne bon, ça sonne pas bon. La photo, c'est un peu pareil pour moi. Une bonne photo, c'est une photo qui vous suit, qui vous poursuit, qui vous touche. Ça s'arrête là. Alors, la question qui tue. Les journalistes ont toujours à un moment dans une émission la question qui tue. On vous présente une expo photo d'un esprit Jean. Vous êtes capable et vous avez envie de vous dire je vais composer la musique de cette exposition avec ma musique bretonne, décloisonnée certes, avec tel ou tel instrument arménien ou que sais-je. C'est quelque chose que vous avez déjà fait déjà ou que vous pourriez faire? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais Et après, il nous parle de son ego. Voilà. N'importe qui d'autre aurait dit mais bien sûr que je sais faire. Mais voyons, Emmanuel. Mais il faudrait que je m'imprègne. C'est vrai, je pense qu'il faudrait un peu de temps pour le faire. Je pense qu'il faudrait que je m'imprègne beaucoup des photos pour que ça passe vers quelque chose de plus. Vers l'inconscient, peut-être plus. Et puis pour que je le ressorte d'une façon un peu spontanée et naturelle par la suite. Mais intellectualiser une musique sur une exposition photo d'emblée, comme ça, où j'aurais un délai de 3 semaines à le faire, je ne pense pas que je pourrais le faire. Non. Il n'y a pas d'aventure sans rencontre, en fait. La vie naît de la rencontre, et des fois, on a envie de rentrer dans des aventures alors qu'on ne pensait pas y rentrer uniquement parce que la rencontre, elle donne envie de faire du chemin ensemble. Comme votre rencontre avec Robert Doisneau, par exemple, qui a été assez déterminante quand même. Oui, et puis sa fille aussi, qui m'ont beaucoup aidé, Francine, qui m'ont mis le pied à l'étrier. J'étais jeune photographe à l'époque. Ah, il vous a aidé à monter un livre, notamment. Un livre, voilà. sur les indigents. Ouais. Tout à l'heure, j'ai posé une question à Denez Prigent. Je sais qu'elle n'est pas forcément facile, cette question, mais vous, quelle est la part de sacré, quelle est la part de spirituel, quelle est la part de religieux, à la fois dans votre travail et dans votre vie, Antoine Agoudjian? En fait, moi, j'ai un rapport très compliqué avec la religion. Je préfère parler de mystique, en fait. Ouais. L'être humain a besoin de mystique. Et à chaque fois que, paradoxalement, il est en difficulté, à ce moment-là, il se rend compte qu'il est mystique. Si vous regardez le comportement des gens pendant un enterrement, ils sont tous très respectueux, ils vont se lever pour laisser la place. Il y a une espèce d'humilité dans des moments comme ça qui démontre que l'être humain a besoin de mystique, a besoin de partage, a besoin de penser à l'autre. Et en fait, pour moi, la religion, la tradition, parce que c'est plus un héritage, me permet de partager des choses avec les gens de mon peuple, mais pas seulement. J'ai peut-être plus de difficultés avec la transcendance, mais en fait, je vois les églises arméniennes plutôt comme un corps. Quand je vais en Anatolie, étant donné que les Arméniens ont été exterminés, le premier truc que je fais quand je vais dans un village, c'est que je cherche une église. Et quand je la rencontre, c'est comme si je rencontrais quelqu'un de mon peuple, quoi. Donc, je me sens bien aussi pendant les messes arméniennes. Ça remonte à loin, c'est des chants, une langue. C'est de l'ancien arménien comme du latin. Tout ça, ça fait partie de moi. Je ne me pose pas la question. Après, bon, philosophiquement, il y a des histoires auxquelles j'ai du mal à adhérer parce que, bon, voilà, j'ai du mal à y croire, un peu comme saint Thomas, on va dire. Mais je me sens très mystique, quoi. Je me sens très mystique, je fais mon signe de croix. Quand je vais dans une église, toujours, je mets le cierge. Je suis très bien quand il y a des messes. Tout ça, j'ai un grand respect pour tout ça, mais philosophiquement, j'ai du mal à certaines versions. Et le fait que l'Arménie soit le premier État chrétien de l'histoire, j'ai appris ça il y a peu de temps, c'est ancré, quoi. C'est complètement, ça coule dans vos veines quelque part, même si vous avez du mal, comme vous dites. Oui, c'est pour ça que je dis que ça fait partie de ma culture, quoi. Indéniablement, ça fait partie de ma culture. Et puis, franchement, quelqu'un qui a dit « aimez-vous les uns les autres », c'est pas si mal que ça, quoi. C'est pas si mal que ça. Ça vous fait comment réagir comment aimez-vous les uns les autres de l'esprit Jean? C'est pas si mal que ça aussi? Moi, je pense que c'est une des plus belles phrases de l'humanité. Hein. Ouais. Parce que ça dépasse l'idée du clan, en fait, aimez-vous les uns les autres. C'est un message universel. Et je pense que
une œuvre, elle a besoin d'être universelle pour justement se répandre. En parlant d'universalité, il y a autre chose qui est universelle, et ça a été une grosse partie de votre travail, c'est l'indigence. Vous avez utilisé ce mot-là en disant « Robert Doisneau m'a aidé quand j'ai fait un premier livre sur l'indigence, sur la misère humaine ». Ça vous a amené à faire quelque chose d'un peu particulier. Pendant plusieurs années, vous avez été le photographe officiel des Restos du Cœur, et notamment de la soirée des Restos du Cœur, où vous promeniez dans les coulisses, qu'on rêve tous de faire. Moi, je suis une inconditionnelle des enfoirés et des Restos du Cœur. Vous vous promenez dans les coulisses, et pendant des années, vous avez pu offrir aux chanteurs, notamment, qui viennent bénévolement, un petit livre de photos de vous, petit livre souvenir pour eux, donc en édition hyper limitée, ça doit être collector. Ça aussi, c'est une sacrée expérience. Initialement, ce n'était pas le but. C'était une belle récréation pour moi. J'ai vraiment vécu ça comme un grand bonheur. En plus, j'avais, comme vous le dites, une grande liberté. C'est Véronique Colucci qui, on va dire, pilotait la chose ou la coordonnait. Et en fait, on me laissait faire exactement ce que je voulais. Je me baladais. Ils me connaissaient bien au bout d'un moment. C'était vraiment une belle récréation pour moi. Et puis j'ai appris beaucoup de choses parce qu'il faut parvenir quand même à photographier tous les artistes, ce qui n'était pas évident. Et à la fin, il y en avait 50, 60. Parce que c'était quand même la condition que tout le monde soit récompensé par ce petit livre. Non, c'était une belle récréation. 1997-2006, vous avez fait ça quand même 9 ans. 2010 ou 2009, je sais pas, alors votre site internet est faux alors. Non mais c'est comme quoi... 2010 parce que 2011 j'avais mon expo en Turquie, j'ai pas pu le faire. On a arrêté à ce moment-là. C'est 2010. C'est ça. Il y a un chanteur arménien qu'on connaît tous qui s'appelle Charles Aznavour. Je voudrais juste lire un petit extrait d'une dédicace qu'il vous a faite en mars 99. On a parlé de grands chanteurs de Brel tout à l'heure, maintenant c'est Aznavour. Il dit en parlant de vous que vous avez vu les mêmes gens, les mêmes lieux, les mêmes choses que lui en Arménie, mais que vous l'avez fait avec le talent d'un observateur attentif, en artiste mettant sa sensibilité au service de son art, avec amour en premier lieu, avec amour, en prenant son temps, c'est le premier mot que vous avez dit en arrivant sur ce plateau, afin que rien ne puisse lui échapper. Grâce à lui, j'ai revisité, revu et mesuré tout ce que mon regard n'avait fait que frôler, survoler, visiter en noir et blanc ce vieux pays haut en couleur. Ça, c'est très joli. C'est pas rien, venant de l'Arménien officiel de la France. Oui, c'est un grand monsieur, un grand maître. Je suis très touché qu'il a accepté de faire une préface. Le rapport au temps, il est fondamental. C'est que quand on crée, il faut que le temps s'arrête. Vous avez vu, Denès, tout à l'heure, vous nous avez dit combien de temps vous avez mis pour certaines chansons 10 ans. Oui. Parce que le temps, c'est la liberté, en fait. Une chanson. Vous arrivez à rester 10 ans avec une photo ou un album. Il faut être libre pour créer. Et le rapport au temps est nécessaire si on est sous la contrainte. Moi, il m'est arrivé des fois d'être pour mon travail, mon aventure dans un lieu et être contacté par la presse qui, à ce moment-là, me demandait de faire un truc. Alors, j'étais content de le faire parce que j'allais être payé, j'allais avoir une parution. Mais je me comportais plus du tout pareil parce que j'étais plus libre. C'est très important, la liberté pour créer. Ou au moins le sentiment de liberté. Est-ce que vous êtes un homme libre, Denès Prigent ? C'est une question très large. Oui, j'essaie de l'être à travers ma musique, en tout cas. J'essaie pas de la museler. Et c'est vrai que j'essaie de prendre mon temps aussi, c'est vrai. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, où on nous dit attention, il faut créer de l'actualité, autrement on va vite t'oublier. Il faut faire un disque tous les ans ou tous les 2 ans. Autrement, voilà, le public t'oublie. Et en fait, moi, ça fait 12 ans que je n'ai pas fait de disque. Et en 12 ans, finalement, que je me suis aperçu que les salles étaient de plus en plus remplies. Oui, attendez, vous n'avez pas fait de disque, c'est des festivals, ça tourne, il y a des scènes, il y a quand même... Oui, mais je fais une dizaine de concerts par an. Ce n'est pas énorme non plus. Ouais. Mais les gens sont là. Les gens sont là. Et finalement, être partout, tout le temps, finalement, on finit par n'être plus nulle part, finalement. Et donc, je me suis décidé... c'est vrai, j'ai décidé de prendre mon temps aussi. Bon, après, il faut bien vivre et manger, mais c'est tout un équilibre à trouver. Alors, je voudrais qu'on écoute un dernier extrait. On va faire un petit exercice. Antoine, il est pour vous celui-là. On va écouter un dernier extrait. On ne va pas dire le titre français. C'est vous qui allez le dire en breton. On va l'écouter. Je voudrais que vous écoutiez très attentivement Antoine Agoudjian, ça c'est un truc de journaliste aussi, pardon, et que vous nous disiez les images que ça a évoquées en vous, cette musique, donc typiquement bretonne. Donc je ne donne pas le titre français, parce que là pour le coup ça l'influencerait. Je vous laisse nous annoncer. Eostic Kerchagrin. Voilà, on va écouter Eostic Kerchagrin, voir ce que ça vous évoque, Antoine Agoudjian. Couru
j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, pendant qu'Antoine réfléchit encore un peu, je savais utiliser quoi comme instrument? Alors, reconnu des Là, cordes. il y a du daf, donc une percussion Ça iranienne. marche bien la percu. Hein. Oui. Ouais. Une guitare 12 cordes aussi. Du saxophone en bois. Un instrument assez rare. Ah oui, je ne savais pas Ouais, que ça existait. OK. Et puis des cordes, violon et contrebasse, essentiellement. Ouais. D'accord. Alors, on ne dit toujours pas de quoi parle la chanson. Pas, Antoine. je vois un couple, une union, plutôt un mariage, quoi. Des gens, un couple qui marche, puis des gens qui dansent autour. Je vois ça. Alors vous êtes très attaché à la danse arménienne, on ne l'a peut-être pas assez dit, et vous très attaché à la danse bretonne, donc c'est peut-être aussi pour ça que le lien se fait. Réaction de Nespresso? On n'est pas très loin parce que la forme musicale, c'est ce qu'on appelle une danse kof à kof, une danse ventre contre ventre. C'est une danse, c'est un peu l'équivalent de la valse. Ouais. Donc quelque part, c'est vrai, c'est une danse qu'on interprète souvent dans le cadre de fêtes et de mariages, donc où la communauté est très forte. Ouais. Donc quelque part, c'est vrai. Il a tout bon. Oui, Il a juste tout bon. Et ça s'appelle le rossignol, en fait, le rossignol de Kerchagrin. de Kerchagrin. Voilà. Je fais quelque chose de pas très facile en fin d'émission, et pardon de ne pas vous avoir prévenu. Souvent, je demande aux invités de se poser une question l'un à l'autre. J'ai face à moi deux créateurs, l'un en photographie, plutôt noir et blanc, mais aussi couleur, on l'a bien compris, très imprégné de son territoire, de son terroir de l'Arménie. L'autre, un chanteur, auteur, compositeur, interprète, langue bretonne et plus avec beaucoup d'affinité. Tous les deux des hommes en création, attachés à un terroir. Quelles questions vous poseriez l'un à l'autre, de manière totalement spontanée et non préparée, donc? Qui démarre? À vous décider. Ah bah c'est vous. Allez hop, vous avez pris la parole. Antoine Agoudjian, c'est pour vous. En arménien, il y a un mot qui ne se traduit pas en français, ou qui ne se traduit pas de la même façon, c'est le mot arazad, qui veut dire chair, mais ça prend une dimension beaucoup plus émotionnelle chez les Arméniens. Chair, mais comme la chair ou... Non, chair, quelqu'un de cher. Quelqu'un qui est Quelque précieux, chose qui est d'arazad, cher. on a généralement directement les larmes qui tombent derrière quand on dit ce mot-là en arménien. Je voulais savoir si en breton, il y avait un mot qui ne pouvait pas se traduire en français. Ouh, quelle jolie question. En breton, il y a plusieurs mots pour dire pleurer. Il y a wela, bléjal. Voilà. Mais Parce je qu'on peux pleure pas de la même manière si on dit Awela ou Bléjal. C'est pas le même pleur? Il y a certainement une nuance qui m'échappe, mais il y en a certainement une. Wela, ça sera plutôt un chagrin d'une personne. Bléjal, ça pourrait l'être aussi, mais ce sera plutôt un pleur, ça pourrait être le vent qui pleure, ou une plainte, quelqu'un qui plus de l'ordre de la plainte, un gémissement. Voilà, c'est les deux. Mais non, mais c'est une très jolie Très, réponse. très imagé, hein, c'est Oui. très poétique. Ouais. Alors, question de Nespresso à Antoine Agoudjian. Je me posais la question, est-ce que ça l'intéresserait de venir faire des photos, parce qu'elles sont magnifiques, en Bretagne? Je pense que Avec ça plaisir. pourrait avoir un écho un petit peu par rapport à l'Arménie aussi, parce que c'est vrai que c'est une terre avec une atmosphère très atmosphérique. Je pense que son art aurait une belle résonance en Bretagne aussi, s'il a envisagé de le faire. Il faudrait beaucoup de temps. Non, mais le temps, vous avez dit que c'était votre allié précieux et que c'était de là que naissaient les plus beaux C'est projets. une façon de dire oui, mais sur Alors, du long terme. Moi, je dis ça, je dis rien. Il y a une collaboration qui est en train de naître, là, tout doucement, entre deux hommes un peu timides, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire. On vous donnera les coordonnées des uns des autres. C'est vrai que c'est une terre, on dit souvent tellurique, la terre bretonne, et je trouve que la terre arménienne, on ressort bien ça dans vos photos Ouais. aussi. Oui, Le très côté fort. tellurique. Alors, je voudrais absolument qu'on rappelle vos actualités. Donc, évidemment, on a bien compris, de Nespresso, il y a un album qui sort, un Enchanted Garden, un jardin enchanté, en téléchargement pour l'instant. Des dates? Oui, les dates, je serai en été, au mois de juillet, au Festival Interceltique. De Lorient. Non, au mois d'août, au Festival Interceltique de Lorient. J'ai oublié de dire que l'album est sorti puisque c'était le 7 avril, pardon. Oui, donc Festival Interceltique de Lorient, au Festival de Paimpol, en juillet aussi, au Jeudi du Port à Brest. Et les Francopholies, normalement aussi. Ça, c'est au mois de juillet, ça, les Francopholies. Et les Francopholies. Voilà, un sacré programme cet été, il y en a un qui ne va pas se reposer. L'actualité, donc on a dit si vous êtes en Turquie, hein, entre le 22 avril et la fin mai, il y a donc cette exposition, Le Cri du Silence, mais il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusqu'en Turquie, puisque à Lyon, vous êtes exposé à Lyon et à Montélimar. La galerie Le Bleu du Ciel à Lyon, près de la Croix-Rousse, et à Montélimar, à l'espace Chabriand. C'est deux beaux lieux, c'est deux beaux groupes d'organisateurs. On a vraiment
bien travaillé pour faire une belle exposition, l'expo en Turquie, puis le livre qui vient à peine bien de sûr. sortir. Et qu'on voit avec cette sublime couverture. Juste, on a encore une grosse... Avec une préface de Simon Abkarian, comédien et dramaturge, Ah oui, qui est un des plus grands pour moi. C'est vraiment un grand acteur, il écrit très bien aussi, c'est une belle rencontre. et ça c'est vraiment un très très beau cadeau à faire, et pour la mémoire, et pour la beauté aussi tout simplement de la photographie. Juste comme on a encore une petite minute, on parle heureusement de plus en plus, mais on en a tellement peu parlé, des chrétiens d'Orient et de ce qu'ils subissent actuellement. J'imagine que c'est un sujet qui vous touche aussi plus particulièrement. Complètement, en fait. Moi, mes grands-parents, toute mon enfance, elle a baigné dans ces histoires-là. Et les découpages de tête, les dépeçages, les femmes éventrées, j'ai entendu ça tout petit. Et ce qui se passe, c'est qu'actuellement, ce qui se passe en Syrie, je mets des images sur ce qu'on m'a raconté. C'est vraiment la première fois. J'ai 54 ans et je me rends compte de ce qu'ont vécu réellement les Arméniens sur 3 années. Cette haine féroce, parce qu'on se dit toujours, mais quel contexte peut faire que les hommes deviennent, on ne peut pas dire des animaux, les animaux ne font pas ça, mais deviennent des barbares, quoi, des monstres. Et en fait, on se rend compte qu'une idéologie, une volonté, comment dire, orchestrée fait que les hommes deviennent plus des hommes, plus des humains. Et oui, ça a un écho. Et puis moi, j'en vois, parce que je vais beaucoup dans ces frontières-là, et je vois beaucoup de chrétiens, de Yézdis qui viennent en Turquie pour pouvoir survivre. Et c'est vraiment une tragédie sans nom, quoi. Sans nom, sans nom. Ben merci en tout cas Antoine Agoudjian et Denès Prigent d'apporter un peu de beauté à ce monde. Merci Merci infiniment et Merci. très bon parcours à vous. Merci. Merci à vous. Merci.